Bienvenue sur l'épisode 50 de Plein Potentiel. Rendre la psychothérapie accessible à un plus grand nombre. Voilà la mission que se donne Sarah Maud Joubert, psychologue et instigatrice du projet Les Psytrucs à Shawinigan. Sarah Maud aimerait rendre éventuellement accessible des rencontres à un prix de 30 $ pour des patients, alors que le montant là, actuel peut atteindre jusqu'à 100 $, parfois même plus. Éventuellement, elle aimerait même pouvoir rendre accessible des rencontres à un prix aussi ridicule que 5 $ là, pour des personnes qui sont grandement dans le besoin. Au menu de cet épisode, Sarah Maud nous a parlé de son projet et des différentes difficultés qu'elle a dû affronter là, pour développer celui-ci. On a aussi parlé de santé mentale en général et d'anxiété, gestion d'anxiété et aussi de dépression. Elle nous a expliqué aussi comment elle pourrait éventuellement se permettre de financer des rencontres à un prix aussi bas. Aussi, je voulais qu'elle me parle un peu du type de thérapie qu'elle fait, qui est la thérapie cognitive et comportementale, dans le but de mieux expliquer, dans le but de comprendre à quoi s'attendre là, quand on va voir un ou une psychologue là, qui fait ce type de thérapie-là. Donc, elle nous en a parlé un peu. Et beaucoup d'autres sujets, là, essentiellement là, axés sur la psychologie et l'accès aux soins là, en santé mentale. Si vous voulez contribuer au projet de Sarah Maud, vous pouvez le faire sur le site web lespsytrucs.ca/boutique. Vous pouvez donner 5 $, que ce soit 10 $, que ce soit 30 $, pour avoir accès à différents contenus, dont des vidéos, des outils que Sarah Maud utilise en thérapie, des infographies, des résumés d'articles, entre autres. Le lien là, pour accéder à ça là, se trouve dans la description de cet épisode. Et vous pouvez aussi simplement faire un don du montant que vous le souhaitez là, sur son site web. Alors, je vous invite à aller voir ça et à contribuer si vous trouvez là, que c'est une belle initiative. Personnellement, là, je me suis procuré le forfait à 10 $ là, avec du contenu axé là, sur la psychologie. Donc, je vous invite à faire de même. Je vous rappelle que de mon côté, j'offre des rencontres de 15 minutes, rencontres téléphoniques 100% gratuites pour vous expliquer les services que j'offre, pour répondre à vos questions, pour vous informer sur comment je peux vous aider, comment je peux vous aider à propulser votre performance à un autre niveau. Ça s'adresse à qui? Des athlètes, des artistes, des entrepreneurs, personnes qui doivent gérer leurs émotions en continu dans le quotidien, affronter la pression de performance, aussi si vous avez besoin au niveau de la motivation, comment rester motivé sur le long terme. À court terme, c'est facile de rester motivé une journée ou deux, mais à long terme, c'est là que le plus gros défi est en ce moment, là, surtout avec la pandémie, c'est d'autant plus vrai. Sinon, on peut travailler d'autres choses aussi, dont établir une routine de compétition si vous êtes un athlète, routine de performance, ça peut être bon aussi pour les artistes. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez me retrouver sur le francislapointe.ca. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram ou Facebook en message privé. L'épisode 50 de Plein Potentiel débute dès maintenant avec Sarah Maud Joubert. Bonne écoute. Ben, c'est ça, j'aimerais ça que tu commences par me parler du début de les Psytrucs, là, puis en quoi ça consiste, puis comment que l'idée est venue aussi. Là. OK. Ben écoute, les Psytrucs, c'est un... J'ai envie de dire, c'était comme une opportunité dans le sens qu'il y a plusieurs morceaux de casse-tête que j'ai eu la chance qu'ils soient là, puis que j'ai assemblés tout simplement. Là. Tu sais, ça fait 4 ans en fait que je suis diplômée de l'UQTR. Ça fait 4 ans que je fais de la pratique privée. Au début, à temps partiel, j'avais des contrats, mettons, comme commission scolaire et tout ça. Puis j'ai monté tranquillement ma clientèle. Puis moi, je suis de Shawinigan. Je suis revenue dans mon coin et tout ça. J'ai parti mon bureau de façon autonome, là, genre 100% classique. Puis il y a des enjeux qui se sont vite imposés, je te dirais, là, dès les premières années. Dans le sens, sur le plan personnel, j'étais comme, bon, tu sais, je suis psychologue, yes, objectif atteint, j'ai mon diplôme, je fais ce que je veux, comme le métier que je veux. Sauf que concrètement, faire de la thérapie comme 5-6 patients par jour, à tous les jours, parce que c'est ton métier, puis il y a comme pas d'autres variations de tâches comme à l'université, que tu as des cours, par exemple, où tu vois du monde, que tu
dans mon cas, littéralement, tout seul assis dans la cave. Là. J'étais comme, oh, je vais-tu faire ça, moi, pendant 25 ans? Ah ouais, c'est drôle, hein? Ma blonde a eu aussi ce... Ben, elle n'a pas fini encore son doc, là, mais elle aussi, elle a comme je dirais, peut-être un choc là, de quand tu commences vraiment, tu te rends compte à quel point c'est difficile. Là. Oui. 5-6 clients, c'est beaucoup dans une journée. Oui, là. oui, c'est énergivore. Puis, tu sais, surtout dans mon cas, j'étais vraiment en bureau privé. Mettons, au bout de 2 ans que j'ai vraiment parti de mon bureau, là, tu n'as comme pas vraiment de collègues avec qui tu peux ventiler. Je dîne toujours toute seule. Tu sais, il y a eu comme ce morceau de casse-tête-là que j'étais comme, bon, tu sais, Sarah Maud, tu as comme des choix à faire dans le sens que au-delà du travail que tu fais, il faut que je sois bien dans ma carrière, je vais avoir une belle vie professionnelle, je vais être contente. Fait qu'il y a eu ce morceau-là qui était, je te dirais, un des motivateurs à partir un projet. Sur le coup, j'ai commencé à regarder des jobs, les possibilités d'autres emplois, en fait, soit par le public ou, mettons, les ministères canadiens, ce genre de choses-là. Okay. Mais... Pour faire comme moitié-moitié, peut-être, puis avoir un meilleur équilibre. Là. Puis on dirait qu'il n'y avait rien qui me tentait particulièrement. Puis ça, cette réflexion-là, se passait en même temps que, ben, il y a une réalité clinique. Puis je ne sais pas si c'est les gens de Shawinigan, les gens de la Mauricie, mais au Québec, la Mauricie est une région plus pauvre que les autres régions. Quand que c'est vous qui chargez le 100$ de l'heure la rencontre, puis que vous savez que c'est un parent monoparental, puis que dans le fond, parce qu'il a vraiment, vraiment besoin, le parent, il va le payer le 100$, mais dans le fond, c'est le camp d'hockey du petit qui passe cet été. Tu te dis, Christ, humainement, il y a des questions qui se posent, là. Le parent va le payer parce que le gouvernement ne veut pas le payer, mettons, au privé. Mais en fait, c'est ni le parent, ni le gouvernement, ni moi avec mes impôts. C'est l'enfant avec son camp d'hockey qui paye les soins de santé de son parent. Ouais. Ou éventuellement le parent qui va simplement mettre fin en thérapie parce qu'il n'y a plus les moyens. T'sais. Exactement ça. Puis ça, cette situation-là, ça arrive quand même beaucoup plus souvent que ce que je pouvais imaginer. Puis peut-être que c'est de la naïveté de ma part, je ne sais pas. Mais ça m'a vraiment dérangée. Puis j'étais comme, je peux pas croire que je suis pognée à attendre qu'il y ait une décision gouvernementale qui va peut-être ou peut-être pas me tomber sa noix par rapport à ça. Parce que dans les faits, au quotidien, c'est moi qui est comme confrontée à ça. C'est moi qui le demande le 100$. Puis il y a une charge émotive qui vient avec ça, là, dans le sens que tu sais que le patient, mettons, il est vraiment bien intentionné, il y a une vraie souffrance qui est là, qui le paye, là, mais tu sais très bien le coût que ça l'arrive. Puis c'est ça que le patient va lui faire pitié parce que ça arrive 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois avec des patients différents. Je suis comme, là, pour vrai, soit je change de job, mais ça ne règle pas le problème. Ça arrive qu'il y a des patients qui disent que c'est trop cher ou... Bien, ils vont en parler. Ça va être un enjeu comme dans la... Les gens sont jamais comme directs, genre, hey, tu sais, veux-tu me faire, mettons, un rabais, quelque chose. Ça se pourrait, je me fais faire la thérapie pour une ben, question ça va être d'argent, dû, genre, mettons, on parle de comment ça a été cette semaine, ben, tu sais, ça va faire souvent plusieurs semaines qu'il y a des soucis financiers, puis que là, dire, ben, écoute, je te cacherai pas venir cette semaine. Tu sais, les gens, souvent, c'est en rouge vin, là, c'est pas... tu sais, c'est pas un côté profiteur. Les gens sont pas là à te dire ça pour te culpabiliser nécessairement. Il y a comme quelque chose, je pense, de profondément humain puis réel là-dedans. Tu sais, les gens, ils continuent à venir. Il y en a qui arrêtent aussi, bien sûr. Mais, tu sais, sachant ça, puis me posant mes propres questions sur ce que je veux faire sur le plan professionnel, je me suis dit, bon, tu sais, soit je fais quelque chose, je tente quelque chose, puis j'essaye pour vrai. Genre, je mets vraiment les vrais efforts, puis je me suis réservé comme une journée, semaine, pas de patient, pas rien, que je venais au bureau, puis que je travaille sur mon projet pour monter quelque chose, pour aider en ce sens-là. Ou bien, carrément, tu sais, dans le fond, je vais pas étirer la sauce inutilement. Je vais pas faire du 25 ans tout seul dans la cave puis à m'exposer constamment à ça. Tu sais, je vais changer. Pour revenir, juste, tu sais, le fait que tu payes, que tu charges, mettons, 100$, est-ce qu'il y a aussi pour toi, est-ce que tu sens que tu as besoin de performer en même temps? Ça, y a-tu de quoi par rapport à ça aussi? Ben, écoute, oui, mais de moins en moins que les années, je te dirais, dans le sens qu'il y a toujours un impératif de, au début, de performance. Il y a peut-être un peu plus le syndrome d'imposteur aussi que tu commences. Oui. C'est ça que tu es moins en confiance. Fait que là, peut-être que tu te mets encore plus de pression. Tu sens qu'il faut vraiment que tu aides la personne. Puis les clients, les patients vont pas nécessairement non plus le dire à toutes les semaines là, que tu les as aidés, même si c'est le cas. Fait que le retour, des fois, il n'est pas énorme, là, si on peut dire. Là. Non, mais ce qui aide beaucoup, c'est se rappeler, en fait, comme performer comme psychologue, en fait, c'est l'obligation de moyens, pas de résultats.
au niveau de notre ordre, c'est baliser ça, en fait, qu'est-ce qui est une performance de psy. Puis une bonne performance, c'est est-ce que moi, comme psychologue, j'ai tout mis les conditions en place pour m'assurer que le patient ait comme une résolution de ses symptômes ou une résolution de son problème. Fait que si tout est là, tu sais, ultimement, je peux pas garantir qu'il y a une résolution positive dans le sens que c'est pas moi qui vis les symptômes, puis c'est pas moi qui fais les choix dans la vie du patient. Oui, il y a un rôle à jouer, lui. Là. Tout est là. Tout est là dans ce que je peux faire possible, que ce soit des liens avec le médecin, le lien avec l'école, présenter à des rencontres multi. Il y a différentes façons au-delà de la thérapie, là, où ce qu'on peut donner des coups de main, faire des références à des tiers, il peut y avoir plein de façons. Si tout ça est fait, moi, je suis bien avec le tarif que je charge, dans le sens que vraiment, authentiquement, je fais tout ce que je peux. Puis aussi, il y a une réalité carrément financière, là, à un bureau, puis à une licence de psy qui fait en sorte que c'est un tarif qui est quand même raisonnable malgré tout. Il y a des dépenses associées à ça aussi. Oui. Ouais. Donc, le projet, tu l'as-tu commencé en 2016 ou... Je te dirais... T'étais-tu encore aux études même quand tu as commencé ça? Ou... Non, en fait. Je te dirais 2018, comme à l'hiver 2018 que j'ai commencé vraiment... En fait, que l'idée du projet m'est venue, ça s'est concrétisé. Ça serait quoi, les petits trucs? L'idée des rencontres à 30 $, puis comment aller chercher le financement, en fait, pour permettre aux gens de payer juste 30 $. C'est là que ça s'est... que l'idée a popé. Puis depuis, en fait, c'est vraiment une journée-semaine que c'était pour penser le projet, faire un plan d'affaires, aller chercher les fonds, aller cogner à des portes aussi, parce que je veux dire, c'est un projet qui n'est pas juste mon initiative, dans le sens que c'est mon initiative, mais c'est encadré par aussi des instances qui sont plus grosses, là. Je me suis vraiment dit, tu sais, Sarah Maud, si tu te lances là-dedans, tu te donnes les moyens pour vrai. Puis moi, je suis psychologue, là, je suis pas comptable, je suis pas notaire. Le côté entrepreneur, c'est comme une nouvelle terre pour moi, dans le sens que je découvre quelque chose là-dedans. Ça va prendre du monde qui connaisse cette game-là, puis qu'on puisse vraiment faire de quoi qui a de l'allure. Là. Puis justement, là, tu disais que d'aller chercher du financement pour te permettre de charger, mettons, 30 $. C'est quoi ce financement-là que, pour l'instant, tu as réussi à aller chercher? Bien, écoute, il y a un mécanisme là, comme d'autofinancement, si tu veux, là, via, dans le fond, le site web. Moi, dans le fond, ça fait des années là, que je fais pour les patients soit des résumés de lecture, des outils, ce genre d'affaires-là. Puis pour ma formation continue aussi, je dois me tenir à jour. Aussi, fait que je faisais déjà des résumés et tout ça. Avant, je les donnais gratuits. Là, maintenant, ils sont sur le site puis sont comme accessibles pour 5 $ par mois. Toute la gang, tu peux downloader tout si tu veux, sans problème. Dans l'idée que si on est 1000 à 5 $ par mois, ben ça paye des rencontres pour bien du monde. Il y a ça. Il y a aussi là, des partenariats avec la CDC, là, qui est la Corporation de développement communautaire de Shawinigan, qui encadre là, le projet. Donc, entre autres, là, ils m'ont mis en lien avec Cano Mauricie, qui est un organisme à Trois-Rivières pour les gens qui ont des problèmes de démêlés avec la justice en lien avec leur travail, mais qui n'ont pas de syndicat, pas de représentation. C'est comme un genre de cabinet d'avocats pro bono. J'étais en lien avec eux. Donc, eux, via leur service, ils vont comme contribuer aux petits trucs, en fait, là, pour desservir leur clientèle à 30 $. Fait qu'eux vont comme débourser, là, carrément. Il y a un projet en cours aussi avec l'Association des proches aidants de la Mauricie. On parle quand même là, d'un gros partenariat financier là, qui est comme en train de se mettre en place. Qu'on parle d'un budget récurrent chaque année qui pourrait rencontrer jusqu'à 400 personnes 400 personnes par année à 30 $, ce qui est ensemble. Quand même, ouais. Puis là, il y aurait d'autres discussions, là, comme cette semaine, en fait, dans la semaine qui s'en vient, là, avec la SADC de Shawinigan puis les Caisses des Jardins, là, pour pouvoir vraiment aller consolider financièrement le projet. Là. Puis tu n'as pas eu une bourse de Desjardins récemment? Oui. J'ai vu passer ça. Oui, la bourse Créavenir, c'est pour les locaux ici, en fait. Puis c'est une bourse dans le sens qu'il donne un 5 000 $, mais il y a un prêt de 15 000 dans le chose. Mais oui, j'ai eu là, accès à ce financement-là là, pour permettre l'agrandissement des locaux. Parce qu'avant, j'étais vraiment un local seul, tandis que là, maintenant, ici, dans la clinique, il y a trois locales, la place pour un secrétaire et tout ça. Là. OK. Fait que tu as 2 autres locaux qui peuvent être loués. Là. Est-ce qu'ils sont loués en ce moment? Écoute, au niveau de comment ça fonctionne, les petits trucs, les psys sont des employés, en fait. OK. Fait qu'il n'y a pas comme de charge de pourcentage là, pour les locaux et tout ça. Pas qu'ils pourraient, si les gens voudraient absolument rester travailleurs autonomes. Mais moi, c'était beaucoup dans l'idée. Puis moi-même, je suis comme employée de ma propre compagnie, disons ça comme ça.
En ce moment, je suis enceinte. C'est mon deuxième. Félicitations. Puis, merci. Au niveau du travail autonome, quand tu es travailleur autonome comme si, ben, tu sais, quand tu travailles pas, tu n'as pas d'employeur qui donne de congés parentaux. Tu travailles pas, tu n'as pas un sou qui rentre. Là. Puis ça, j'ai trouvé ça quand même vraiment raide comme réalité. Puis j'ai beau m'avoir préparé au niveau de ma grossesse et tout ça, je le savais que ça s'en venait et compagnie. Tu sais, c'est quand même un stress assez important dans une vie. Ça fait aussi que t'as pas, si t'es malade puis tu as la grippe ou que tu files mal à la tête, ben psy au privé, tu rentres travailler pareil parce que sinon, tu n'as juste pas de revenus cette journée-là. Ouais. Avec la compagnie, bien, ça permet d'avoir accès à l'assurance emploi, assurance chômage, assurance parentale du gouvernement du Canada, ce qui donne quand même certaines conditions. Vu que tu es incorporé, mettons. Oui, c'est ça. Tu as droit à ça. Puis Sinon... vu que j'ai le statut comme d'employé, puis les autres aussi. OK. Je comprends. C'est ça. Ça a été quoi les principaux défis là, que tu as eu à affronter au fil du développement du projet? Bien, il y en a plusieurs. Oui, j'imagine. Il y en a plusieurs. Le principal, je te dirais, le fait que la compagnie est enregistrée, incorporée, Inc., ça rend ça difficile au niveau du financement, en fait. Okay. Parce que si j'étais OSBL, organisme sans but lucratif, là, on a accès à plusieurs véhicules financiers, mettons entre autres du gouvernement, pour pouvoir faire fonctionner le projet. Sauf que il y a une réalité du fait que c'est un cabinet de psy, que si je vais avoir des psys avec qui travailler, puis donc des heures de thérapie à offrir à 30 $, il faut que les salaires que j'offre soient compétitifs. Mon voisin psy qui fait du cabinet privé, qui charge 100 $, c'est un tarif quand même très moyen, même en région ici, qui charge du 100, 120 $ de l'heure, qui fait du 30 patients semaine toute l'année, il va sortir un beaucoup plus gros salaire que moi, ce que je pourrais offrir, par exemple, en termes de ma compagnie chez OSBL. Fait que j'aurais juste, je pense, très peu de psychologues avec qui travailler. Donc, il a fallu, je pense, à une façon comment attirer les psys dans le sens comment recruter, avoir des collègues, mais que ça soit aussi financièrement intéressant puis compétitif avec les autres opportunités. Qu'est-ce que tu as trouvé? Ben c'est ça l'idée du Inc. dans le sens que là, les psys ont la possibilité d'aller développer des parts de marché. Mettons, t'es psychologue puis tu veux faire, toi, de la consultation des entreprises. Moi, c'est genre quelque chose que j'ai pas de connaissances là-dedans, mais toi, tu t'es spécialisé. Tu fais des heures au niveau des petits trucs, vraiment comme pour répondre à la mission première, mais toi, tu te pars comme sur le site des contrats de compagnie et compagnie, bien, ça me prend une place fiscalement pour que ces intrants-là, cet argent-là, soit correct au niveau comptable. Puis c'est pour ça que ça nous oblige à être Inc., en fait, puis pas OSBL. Parce qu'en termes OSBL, un psy ne peut pas aller chercher d'autres contrats que ce qui est comme sans but lucratif. Alors que les activités, mettons, de consultation seraient à but lucratif. Là. OK. Fait que c'est la plus grosse complication parce qu'à chaque fois qu'il y a une représentation ou appliquer pour des bourses, par exemple, de commandite auprès des grands commanditaires, genre Belle Cause pour la cause, il y en a quand même là, des organismes ou des fondations, ben aussitôt que tu n'es pas OSBL, tu n'es comme pas comptabilisé. Puis je suis comme... C'est un peu maudit parce que si je suis au SBL, j'aurais juste pas psy. Je vais avoir bien des sous, mais pas un psy pour qui voudra travailler avec moi. Là. Puis moi, ben, j'ai un max de 25 patients semaine. Là. Fait que, ouais. Si tu veux aider le plus de monde possible, là, ça te prend d'autres psys, puis ça te prend vraiment une équipe. Là. Oui, puis c'est toute la question de la j'ai envie de dire. C'est des débats au niveau de l'ordre des psychologues, des associations de psychologues, que je trouve qui se reflètent dans ma réalité, dans le sens que la reconnaissance financière des psys, c'est un enjeu qu'on entend parler de plus en plus, mais qu'au niveau, moi comme psychologue, ça se parle depuis déjà des années. Puis je suis un peu pognée aussi avec ce dilemme-là, je te dirais, là, au niveau du projet, puis de comment pouvoir pas vendre de façon cheap les services, mais ouais, d'une certaine façon. Parce que si je vends ça comme cheap, disons ça comme ça, j'aurais juste pas de psychologue qui va travailler avec moi quand même. Bien que moi, je le fais, je veux dire, le projet va avoir vraiment une petite portée. Puis en même temps, comment dire, qu'on respecte tout le bagage au niveau scolaire, ce que ça demande comme responsabilité professionnelle des psychologues, puis de comme reconnaître ça financièrement, tout en permettant à des gens un accès en psychologie qui ne soit pas basé sur ton revenu médian dans l'année, là, comme famille. C'est vraiment dur de trouver une solution à ça, là, mais non, c'est ça. J'y étais comme ça, avec le Inc., mais c'est pas parfait. Là. Puis là, c'est comme...
comment tu fais, mettons, aussi pour... parce que là, j'imagine que tu charges à certains patients 100 Oui. ton tarif régulier, Oui. tandis que d'autres, c'est 30 Bien, en fait, pour l'instant, le programme n'est pas en marche. Je m'attends parce que au niveau du blog, tout ça, il n'y a pas assez de sous qui est généré là pour permettre d'offrir encore des rencontres régulières, mettons, à 30 À partir du moment que les projets que je te faisais référence sont canonnés, ce qui devrait être cet automne, avant décembre même, je pense qu'en janvier, on va être en mesure de commencer là, vraiment à offrir le 30 la séance. Fait qu'est-ce qu'il doit avoir une preuve de revenu ou comment tu établis que la personne est plus dans le besoin qu'une autre, par exemple? Bien, première question, c'est l'enjeu des assurances. As-tu des assurances personnelles ou du travail? S'il y en a, bien, les gens vont payer 100 parce que les assurances remboursent généralement 80 fait que ça revient à 20-30$, mettons, la rencontre. Sinon, pour les gens qui n'ont pas d'assurance, comment on va s'organiser? Très fort probablement, c'est qu'en fait, je suis beaucoup en lien avec les organismes communautaires qui, via eux, leur accès aux fonds gouvernementaux, comme fait de la sous-traitance avec les petits trucs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va référer les gens en fonction de leur motif de consultation vers les organismes partenaires pour qu'ils répondent dans un premier temps, qu'ils prennent les services qui sont gratuits déjà apportés, voir si c'est suffisant. Puis si c'est pas suffisant, bien là, l'organisme communautaire va me référer le patient. OK, fait qu'il y a un service aussi de référencement ou en fait, d'accompagner, de diriger vers des ressources aussi là, dans le milieu à proximité. Là. Oui, exact. Puis c'est toutes des ressources qui sont gratuites. Là, on s'entend, c'est souvent les CIUS qui sont derrière ça, là, tout ce qui est organisme communautaire. Fait qu'il y a déjà des choses qui sont en place. Si ça, c'est pas suffisant, bien là, les petits trucs embarquent pour vraiment le service de psychothérapie. Là. OK. Puis tu avais aussi un objectif, je pense, de faire du pro bono carrément. Ça, c'est gratuit, dans le fond. Là. Oui, et c'est ça. Fait que ça serait-tu le même principe que ce que tu viens d'expliquer? Oui, mais écoute, ça, c'est en développement dans le sens qu'il y a des impératifs aussi au niveau clinique, dans le sens que c'est important qu'il y ait une certaine transaction entre le psychologue puis le patient. Ça peut être quelque chose de symbolique, mais c'est l'idée, en fait, d'amener très clairement qu'on n'est pas l'ami, on n'est pas de la famille, on n'est pas... c'est un service qui vient chercher ici. Puis pour comme garder ça réel, parce qu'au fur et à mesure des rencontres, il y a une intimité, veut pas, émotionnelle qui s'installe. Le fait de payer, le fait de cette transaction-là, ça nous rappelle, veut pas, qu'il y a quelque chose de très, très... Un échange de services. Un échange de services, oui. Ça. Puis aussi, ça doit être une manière peut-être aussi que la personne soit plus impliquée dans le processus. Est-ce que ça peut être ça aussi? Ben écoute... Est-ce que de ne pas payer peut faire en sorte que la personne va être moins impliquée puis moins... Ben écoute, j'ai envie de te dire... Tu sais, mettons, il y a déjà des véhicules financiers comme la CNESST, la SAC, les gens qui ont des accidents du travail ou de la route ne payent pas leur rencontre, vu que c'est eux autres, les organismes financiers qui payent pour eux. Tu sais, au niveau de l'adhésion au traitement, tu sais, ça ne fait pas nécessairement de différence, dans le sens que quand il y a une réelle souffrance, tu sais, n'importe qui, on a envie de s'en débarrasser de cette souffrance-là. Souvent, une fois rendu chez le psy, c'est comme la partie qui est difficile des fois. Là. Fait que, une fois que t'as fait la démarche, je veux dire, de prendre rendez-vous avec un psy, ça veut dire que probablement que tu veux adhérer là, à une thérapie. Là. Oui. C'est comme ça doit être la partie plus difficile là, d'aller chercher l'aide. Là. Oui, ben oui. En même temps, c'est dur comme faire des grandes généralisations dans le sens que tout existe, j'ai envie de te dire. Là. Fait que, mais au niveau du pro bono, c'est pas encore clair comment on va articuler ça pour être sûr que ça soit correct au niveau de l'ordre, que ça soit sûr que c'est correct au niveau déonto, au niveau financier aussi, dans le sens que personne, psy inclus, a envie de travailler gratuit. Hein, on a toute une maison à payer, puis on a toute la bouffe à mettre sur la table. Fait que, ce bout-là est pas tout à fait clair pour moi. Là, ce qu'on viserait plus, c'est que tout dépendant les liens, en fait, avec les organismes que je te parle, c'est qu'on pourrait réduire les rencontres pas juste à 30 mais à 5 pour certaines populations. Parce qu'il y en a pour qui, même 30 c'est quand même très cher payé. Fait qu'on pourrait descendre à vraiment un tarif symbolique, là, carrément de 5 Mais c'est ça. Je veux pas non plus... Comme c'est pas déjà en place, je dis ça, mais c'est le but qu'on vise, mais c'est pas encore articulé là, par rapport à ça. Parlons un peu de santé mentale en général. De ton côté, peut-être avec une vision terrain, si on peut dire, là, est-ce que tu as l'impression que la santé mentale se diminue ou
particulièrement là, avec le confinement et tout le contexte actuel, là, si on peut dire. Là. Ben, Est-ce moi, que ce ça que va j'observe, moins bien mentalement? ouais, ce que j'observe, moi, mettons, en clinique, oui, dans certaines populations en particulier. Les ados, je trouve que oui, genre OK. manifestement. Mais ça, c'est mon expérience comme clinicienne. L'Ordre des psys a fait un sondage auprès des membres là, récemment. OK. Puis ça sortait là, que, oui, de façon générale, là, quand on demande dans l'intimité des pratiques des psys, ces temps-ci, en lien carrément avec la pandémie, là, il y aurait une hausse des problématiques, entre autres au niveau anxio-dépressif, au niveau toxico, au niveau troubles alimentaires, qui seraient recensés là, en ce moment. Là. OK. Ouais, j'avais lu un article sur les troubles alimentaires. Là. Effectivement, il y avait une constatation pour les organismes communautaires. Là, il y avait plus de demandes. Ils se demandaient par contre si c'était relié au fait qu'il pendant un certain temps, il y a des gens qui ne pouvaient pas faire des demandes. Donc là, il y a comme une augmentation. Mais ce qu'ils disaient, je pense, c'est que qu'ils allaient le voir dans les prochaines semaines, genre si cette augmentation-là perdurait dans le temps, là, en fait. Là. OK. Ouais. Puis, ben, c'est quoi tu sais, tantôt, tu disais que tu as démarré le projet parce que tu voulais pas non plus attendre après comme le gouvernement ou une instance là, qui allait comme rendre les services de psychologie peut-être gratuits ou peut-être plus accessibles éventuellement. Je sais que récemment, il y a eu des annonces là, qu'il allait avoir de l'argent là-dedans. Est-ce qu'ils ont annoncé, parce que sur le coup, ils n'avaient pas dit comment que ça allait se donner cet argent-là? Qu'est-ce que ça voulait dire? Comment que ça allait être distribué? Est-ce que tu sais si ça a été c'est plus clair maintenant? Ben écoute, au niveau de l'Ordre des psychologues, ils ont contacté là, leurs membres, donc, OK. dont moi, dans le sens où il y a des communiqués là, qui étaient en train d'opérationnaliser le comment ça va se traduire, ça, cet argent-là, concrètement. Apparemment, ils travaillent très en étroite collaboration avec les ministères, tout ça, mais on est tous stand-by. J'ai comme pas OK. plus d'informations que ça sur comment ça va se passer. Parce que j'ai l'impression que le problème, c'est pas tant d'avoir plus de psy, c'est beaucoup au public, il y a beaucoup de problèmes. Ben, les conditions sont pas très bonnes, ce qui fait que les gens restent pas très longtemps ou vont simplement pas être attirés par là. Oui. Donc, en tout cas, on va voir, là, mais si c'est juste d'avoir plus de postes au public, mais j'ai l'impression que ça mènerait à pas grand-chose. Là. Oui, bien c'est sûr que s'ils ne changent rien, je veux dire, des postes, actuellement, il y en a déjà plein d'ouverts. Là. Ouais, c'est ça, si moi j'ai envie de changer de carrière, là, je peux en masse appliquer. C'est pas le nombre de postes, c'est les conditions dans lesquelles ces postes-là se déroulent. C'est financier, mais pas juste. Là aussi, au niveau clinique, il y a des... quand j'ai fait mes stages là, il y a plusieurs années, ça a peut-être changé, remarque, là, mais il y a des limites de rencontre. Il y a beaucoup de paramètres qui fait que faire le travail de psy, ça prend comme plus de sens. Là. Une psychothérapie, on n'a toute pas une baguette magique. Là. Ça va prendre un certain temps. Le temps que la personne fasse des liens, des réalisations, qu'elle digère aussi le côté émotionnel qui vient avec ces réalisations-là, avant qu'il y ait des changements dans les comportements. S'il faut remplir des stats, puis au bout de 10 rencontres, on passe au prochain. Oui, il y a ça aussi. Là. Moi, dans le fond, je suis en train de faire quoi? Là? Rien de vraiment efficace, rien qui fait du sens, en tout cas, avec la formation que j'ai reçue. Là. C'est ça, parce que dans les CIUS, par exemple, je pense qu'ils veulent que ce soit très rapide parce qu'il y a une liste d'attente énorme. Exact. Fait que je pense que c'est même pas 10, là, il me semble, c'est 5 ou 6 rencontres. Là, OK, ça se peut. Que j'ai entendu. Fait que, tu sais, c'est pas un suivi, en fait, là. C'est très éphémère, peut-être, comme effet, là. Ouais. À quoi... Ben, j'aimerais ça qu'on parle un peu plus de thérapie pour ceux qui, peut-être, qui connaissent un peu moins ce monde-là. Donc, toi, je pense que tu fais de la TCC, cognitive comportementale. À quoi s'attendre quand on voit une psy là, qui fait de la TCC, puis c'est quoi cette approche-là? Qu'est-ce que ça l'apporte? Là? Bien, la thérapie, la TCC, là, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. En fait, c'est un psychologue qui va regarder la part des pensées, les cognitions, les pensées, tous les phénomènes mentaux et les émotions sur les comportements, en fait. Fait que c'est vraiment une thérapie, généralement, qu'on dit qui est assez actif et directif, dans le sens que souvent, les psys vont parler avec... dans le sens que toutes les psys, peu importe finissent par parler, bien sûr, avec les patients, mais je veux dire, souvent, ils ont un style plus actif, plus éducatif. Ouais. On va mettre des mots rapidement, on va faire un plan de traitement qu'on va expliquer aux patients. Toutes les approches doivent faire un plan de traitement là, en passant, mais souvent, dans la TCC, il y a comme quelque chose de...
plus manifeste peut-être par rapport plus de au... mise en action, plus de trucs peut-être Oui, là, à exactement. appliquer. Là. Exactement. Que par exemple la thérapie psychodynamique où là, justement, le psy parle beaucoup moins, puis il va refléter plus, il va... Oui, mais classiquement, disons, parce que là-dedans Ouais, aussi, il y a c'est ça. différentes branches, puis tu sais, Ouais. je vais pas parler parce que je connais pas tant ça que ça non plus par rapport à ça, mais typiquement, les gens qui consultent un thérapeute, un psychologue TCC, ont l'impression que c'est un psy qui est quand même qui va plus parler, disons ça, avec Ouais, eux. On ouais. est plus dans la résolution de problèmes immédiats. Souvent, quand il y a comme des enjeux de personnalité, des troubles qui sont plus chroniques, on va appliquer des plans de traitement, puis les autres approches aussi, mais c'est juste que leur lunette pour appliquer ces plans de traitement-là n'est pas tout à fait la même que nous. Plutôt que travailler avec les cognitions, par exemple, les comportements pour aller changer les émotions, ils vont aussi travailler avec ça nécessairement dans le sens que l'humain est l'humain, mais ils vont pas l'analyser nécessairement de la même façon, ils vont pas mettre les mêmes mots là-dessus, puis ils vont pas nécessairement prendre les mêmes portes pour aller avoir un résultat très similaire au bout du compte. Là. Ouais, ouais. Ils vont pas nécessairement dire pour travailler telle émotion, tu devrais peut-être faire ça. Là. Ouais, c'est ça. Psychodynamique, ça va se travailler dans la relation plus indirectement, si on peut dire. Là. Exactement. Sans le dire, si on peut dire. Ils sont souvent d'habitude, les psychologues d'approche psychodynamique, là, dans l'analyse du pattern relationnel, par exemple, de toutes les récurrences de comportements, de pensées, de défense émotionnelle. On parle essentiellement de la même chose, c'est juste qu'on prend vraiment juste pas la même porte pour se rendre dans la même place. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Là. Je Non, pense c'est qu'il vraiment... y a des études qui ont vraiment montré que les types de thérapie s'équivalent. Il y a aussi différents types de populations qui vont être plus... que ça va être mieux peut-être de faire de la TCC versus d'autres plus psychodynes. Oui, absolument. Je pense, comme tu disais, troubles de personnalité, peut-être des troubles mentaux peut-être plus graves, si on peut dire. Je pense que TCC, c'est un peu mieux parce que la personne a besoin un peu d'être dirigée. Là. Mais ça dépend vraiment, parce que tu as raison, oui et non, dans le sens qu'il y a certains troubles comme, par exemple, mettons les approches au niveau de la schizophrénie et tout ça. Il y a comme quelque chose, il y a quelque chose qu'il faut que ce soit très pratico-pratique, s'assurer que la médic soit prise et tout ça. Il y a quelque chose de très éducatif, mais en même temps, on va parler... par exemple, des troubles psychotiques, sans que ce soit, mettons, la schizophrénie, souvent, l'approche psychodynamique a une lecture clinique puis une interprétation clinique qui est quand même beaucoup plus riche, à mon regard, que la TCC. Là. Au niveau des troubles de personnalité limite, entre autres, troubles de personnalité graves, la violence, l'approche psychodynamique, à mon regard, toujours, là, je la trouve beaucoup plus équipée et riche pour aller comprendre ça que la TCC. Là. Ah mon Dieu, ça fait du bien d'entendre ça. OK, c'est Non, mais dans le sens que des fois, on a l'impression qu'une personne qui est dans son approche va dire que l'autre approche est moins bonne ou ça fait du bien de comme dire ben les deux sont bonnes puis d'entendre dire ça en fait là. Ben tant mieux, puis pour vrai je le pense sincèrement, puis dans le sens que chaque approche a ses forces là, réellement, on prend juste pas les mêmes portes, il y a juste des portes qui sont plus directes pour certaines problématiques que d'autres. TCC, typiquement, les troubles anxieux, ça va être quand même vraiment notre forte, là, si tu me permets l'expression. Mais moi, dans le domaine de la violence, puis là, je me sens beaucoup plus perdue, puis pourtant, j'ai les mêmes outils. Là. Puis, est-ce qu'un suivi à long terme est nécessaire, mettons, pour faire la TCC ou ça peut quand même être très bénéfique, quelque chose de peut-être 10 rencontres, justement. Là. Bien, ça dépend. C'est ça. C'est quoi pour toi une rencontre du long terme, en fait? Ouais, ben moi, je compte ça plus en termes de mois, même d'années, là, tu sais, en fait. OK. Bien, en termes de court terme, des thérapies, mettons, pour les troubles paniques avec agoraphobie, quelque chose de clean, qu'on n'a pas de comorbidité et tout ça, on peut aller chercher des résultats dans 5-6 rencontres. Okay. Ça peut être super, super rapide. Tout ce qui est intervention d'urgence psychologique, de gestion de crise, ça peut être très, très rapide aussi, très ponctuel. Mais aussitôt qu'on commence à parler de diagnostic un peu plus... que des comorbidités, par exemple, des traits de personnalité problématiques ou bien qu'il y a plusieurs choses qui se passent en même temps dans la vie de la personne. Par exemple, sur le plan psychosocial, il y a de la détresse financière ou de la violence conjugale, plus tel trouble de santé mentale. De la consommation, peut-être. Bien là, c'est sûr qu'on augmente quand même significativement là, le nombre de traitements. Là. Puis si tu avais à convaincre, mettons, quelqu'un qui écoute le podcast de l'utilité de la psychothérapie, ce serait quoi tes arguments? Oh boy! Peut-être pas de convaincre, là, mais de justifier en quoi c'est important. Parce que moi, personnellement, je pense que ça peut être bon pour tout le monde, là, sans avoir besoin, mettons, sans
sans être dans une grosse misère ou avoir un trouble mental, je pense que ça peut être bon pour tout le monde, justement, de comprendre des patterns. Là. Oui, ben moi, je vois ça beaucoup, puis je sais pas à quel point ça va aider à convaincre ou au contraire, à convaincre que c'est pas si utile que ça. Mais pour moi, la psychothérapie, c'est beaucoup, en fait, peu importe l'approche, là, notre job, c'est d'aider les gens à catcher ce qu'ils font quand ils le font. L'idée de clarté mentale, de comprendre qu'est-ce que je fais, puis c'est quoi mes motivateurs, c'est qu'est-ce qui se passe qui fait que je prends telle décision plutôt que telle autre, par exemple, ou j'ai un trouble de santé mentale, ben si je fais des comportements d'évitement, des comportements qui me tirent dans le pied, je peux-tu me voir en train de le faire, puis sans nécessairement me juger de ça, mais d'avoir la conscience, comme un côté de clarté mentale, en fait. Ça, on a tout un angle mort, là, quand il est question de nous-mêmes. On a tous nos propres angles morts. Bien sûr, puis tout le monde. Fait qu'en ce sens-là, la psychothérapie peut être très utile, mais je veux dire, est-ce que c'est une obligation? Est-ce que, je veux dire, c'est quelque chose de l'ultimate truc à faire dans sa vie? Tu sais, pas nécessairement, dans la mesure que tant que tu es capable d'avoir un certain regard sur toi, je veux dire, l'objectif est atteint. Que ce soit via la psychothérapie ou autre chose. On en a parlé un petit peu avant le podcast, je pense. En tout cas, ou peut-être en début, tu as fait une conférence sur l'anxiété sur Zoom récemment. Oui. Puis tu faisais une belle comparaison avec une pompe à marde pour expliquer le cycle de l'anxiété. Oui. C'était quoi la comparaison d'un, puis c'est quoi le cycle de l'anxiété, en fait? Là? Oui, ben écoute, l'analogie de la pompe à marde, c'est pour expliquer, en fait, les cycles, les rétroactions qu'il y a dans le fonctionnement de l'anxiété. Quand il y a de l'anxiété qui est problématique, là, qui engendre soit de la souffrance, de la détresse fonctionnelle, c'est pas, comme j'ai envie de dire, juste un stress ponctuel. Il y a vraiment quelque chose qui amène des symptômes. Je suis irritable, je me sens toujours agitée, je fais des attaques de panique. Il y a comme quelque chose d'intense qui se passe. C'est que souvent, il y a un système de boucle rétroactive, en fait, dans le fonctionnement de l'anxiété. Puis souvent, les gens tentent des choses quand ils vivent de l'anxiété à ce niveau-là, puis ça marche plus ou moins justement à cause de la pompe à marde, en fait, on va le dire. Là. Puis l'idée de l'analogie de la pompe à marde, c'est que la pompe à marde, bien, quand on la botte, quand on la part, ça se met à pomper, puis plus que ça pompe, bien, plus qu'il y a de la marde. Puis plus qu'il y a de la marde, plus qu'elle a de quoi pomper, puis plus que ça génère. Il y a un momentum là, qui est créé. Là. Puis la pompe à marde, quand on essaie de l'arrêter, mais tout ce qu'on réussit à faire, bien souvent, c'est se beurrer, en fait. On n'accomplit rien. Puis ça, cette image-là, aussi grossière qu'elle est, ça reflète vraiment beaucoup la réalité des patients avec qui j'en parle. Puis souvent aussi, ça permet de dédramatiser puis de rire un peu du phénomène. Puis l'idée, c'est que si on veut l'arrêter, la dite pompe, en fait, il faut sortir nos outils spécialisés, il faut sortir des comment dire, tu sais, l'outil, genre pour, mettons, défaire un... Ben, je veux dire un screw, là, mais des outils comme de construction, si tu veux, pour vraiment démonter comme les tuyaux les uns par rapport aux autres. Puis là, quand j'introduis c'est quoi les 10 outils, ben là, je parle de la théorie, mais ça met une image concrète, puis ça fait souvent aussi sourire les patients, ce qui fait comme, OK, je prends un peu de distance par rapport à ça, puis souvent, ça va être aussi déculpabilisant, je te dirais. Il y a comme quelque chose qui s'articule tout seul, qui fonctionne tout seul. Puis c'est pas une question que je suis lâche, pas une question que je suis pas courageux ou que je suis pas capable ou je suis nulle. Non, c'est une fois que la pompe est partie, t'es pogné avec, là. Ça l'arrête pas. Le passage du temps, il fera rien. Il faut vraiment que tu la démontes là, pour mais pour c'est aussi, j'ai l'impression, d'amener une compréhension du système, justement, comment il fonctionne. Oui. Et d'amener des outils. Oui, puis souvent, je vais comme la dessiner dans le sens que c'est pas dessiner une pompe concrètement, mais je veux dire, il y a vraiment sur le plan clinique là, des étapes là, de comment se passe le phénomène de cercle vicieux, si tu veux. Donc là, on va comme dessiner la pompe en parlant de chacun de ces éléments-là, puis dire, ben là, pourquoi est-ce qu'on irait comme dévisser, admettons, tel élément plutôt que tel autre? Pourquoi ça serait pas efficace? Ça met comme une image puis une compréhension qui, moi, je trouve très, très utile en thérapie. T'aurais-tu un exemple peut-être plus concret, mettons, avec quelqu'un qui fait de l'anxiété sur de l'anxiété sociale, mettons, qui a toujours peur du jugement des autres ou... Oui, bien en fait, c'est l'idée. L'anxiété, là, c'est une danse entre le cerveau et le corps, OK? Peu importe le type d'anxiété ultimement, c'est parce que mon cerveau spot une menace.
puis va comme aviser mon corps Un en danger. envoyant, genre, justement, qu'il y a un danger, en envoyant la cortisol, l'adrénaline et tout ça. Puis le corps, pour pouvoir nous sauver la vie, parce que c'est un peu niaiseux à dire comme ça, mais mes jambes n'ont pas d'yeux, mon cœur n'a pas d'yeux, hein? C'est mon cerveau qui analyse l'information. Le corps va réagir comme il faisait dans le temps des mammouths, c'est-à-dire soit il va courir pour s'enfuir ou il va devenir... Fight or flight. Ouais, très agressif pour dire que je vais combattre, OK? Mais parce qu'on est des êtres intelligents, ces comportements-là, soit de fuite ou de surréaction, qu'on va dire là, au niveau de comportement, je peux comme attaquer un mammouth concrètement, mais si mon mammouth, c'est faire un examen, j'ai comme pas grand-chose à attaquer. Hein? Je peux déchirer ma feuille, mais je veux dire, ça n'a pas de valeur de survie. Là. La réaction comme physiologique n'est pas adaptée à cette situation-là, dans le fond. Là. Fait que ça fait que vu qu'on est quand même plus évolué que dans le temps des mammouths, mes comportements d'attaque, souvent, ça va être je vais me mettre à revérifier, par exemple, chacune des phrases, chacune de mes réponses d'examen. Je vais me mettre à surplanifier mon étude avant. Je vais avoir des comportements où je me suractive, en fait, pour m'assurer que ce que je veux qu'il se passe ou ce que je veux pas qu'il se passe pas. Tu me suis? Oui. OK. Fait que quand ces comportements-là, d'attaque ou de fuite, sont là, mon cerveau réinterprète ces comportements-là, en fait. Est-ce que c'est utile? Puis surtout, au niveau de la boucle rétroactive, il y a comme quelque chose d'un pairage qui joue beaucoup de tours aux gens parce que quand je fuis ou bien je me suractive, ça me fait un espèce de gros few. Finalement, ce que je craignais n'est pas arrivé. Mais pas parce que ce que je craignais qui arrive est pas si pire que ça ou parce que je suis compétent pour y faire face même si ça arrive. Non, parce que j'ai fait toutes ces choses-là. Ouais. Comprenez-vous? Donc ça garde comme l'espèce de potentiel de danger, ce qui fait qu'à chaque fois qu'une situation similaire se présente, mon cerveau va le spotter comme étant une menace, puis mon corps va m'empêcher de me rendre compte, en fait, que la menace n'est pas si menaçante que ça, voire pire. Même il va alimenter le fait qu'effectivement, c'est vraiment dangereux. C'est ça, tu l'as alimenté en fuyant la dernière fois, parce que là, tu t'es senti mieux en quittant peut-être ou en faisant toutes tes étapes. Là. Exact. Fait que là, tu as donné encore plus de place. Là, en fait. Exactement. Ouais. Puis ça peut être autant les comportements que les symptômes physiques. Les gens qui font des attaques de panique, le fait que le cœur se met à aller très, très vite. C'est pas rare que des fois, les gens vont penser qu'ils carrément sont en train de faire une attaque cardiaque. Ben, tu sais, ça, c'est un autre mammouth, mon cerveau. Le fait que mon cœur bat vite, c'est normal quand il y a de l'anxiété, mais il bat tellement vite, mon cerveau va y mettre une étiquette de danger supplémentaire, ce qui fait qu'il augmente encore plus les symptômes. Puis là, on est vraiment dans un cercle vicieux. Là. Puis est-ce que la pompe à marde. Oui, la pompe à marde. Puis est-ce que des fois, ça peut être bon de s'exposer à l'anxiété? Oui. Dans ce processus-là pour régler, en fait, ce cercle vicieux-là? Oui, absolument. Puis c'est même, écoutez... la stratégie numéro 1, idéalement, on veut le faire de façon stratégique, par exemple. Je veux dire, on veut vraiment prendre le temps au patient d'expliquer pourquoi on va faire ça, c'est quoi le but. Puis avant de s'exposer aussi, il y a quand même des trucs qu'on peut mettre en place pour essayer de saboter la réponse du corps puis aller diminuer l'anxiété. Là. Parce que, tu sais, je peux avoir peur des chiens, mais à 4 sur 10, m'exposer, ça n'aura pas la même valeur que si, par exemple... je sais pas, moi, je fais de l'anxiété sociale, puis il faut que je dise non à mon boss, mais mon boss, objectivement, c'est quelqu'un qui est assez sévère, puis un peu face de cochon. Ça se peut que ça me génère un 8 sur 10, puis même si le traitement est le même, il faut s'exposer dans les deux. Il y a une gestion personnelle qui n'est pas pareille dans une ou dans l'autre, là. OK. Qu'est-ce que tu veux dire, gestion qui n'est pas la même? Bien, si je tape le 8 sur 10 d'anxiété versus 4 sur 10, mon vécu subjectif n'est pas du tout pareil. Okay. Mes comportements, soit d'évitement ou de surréaction, vont être encore plus intenses parce que ça, à la base, c'est de la survie. Là. Ça se passe parce que mon corps est en santé, parce qu'il fonctionne comme il devrait. Mais à 8 sur 10, là, la drive de fuir, elle va être vraiment grande. Là. Ça se peut que je me joue un paquet de tours, ça se peut qu'il y ait un paquet de choses qui viennent faire du bruit ou qui viennent rendre ça difficile de faire comme juste m'exposer finalement versus le chien qui a comme quelque chose de peut-être plus confortable. Là. Fait que j'imagine qu'à 8 sur 10, l'exposition doit être encore plus... on doit partir peut-être de plus loin puis s'exposer vraiment très graduellement. Oui, mais ça dépend encore une fois, dans le sens que quand c'est des objets concrets, j'ai envie de dire, mettons un chien, faire une présentation orale, ce genre de choses-là, que c'est comme quelque chose de concret. Oui, on veut viser de l'exposition graduelle, puis répéter. Pas juste le faire une fois semaine. Ça va prendre vraiment gros de temps avant que je me sente mieux. Mais si je le fais vraiment à tous les jours, par exemple, d'aller prendre ma marche, parce que je sais que mon voisin se promène avec son chien, puis je vais le croiser à tous les jours, je vais me débarrasser vite de mon anxiété. Puis si je prends tranquillement l'habitude de me rapprocher du chien, d'aller parler à mon voisin, de peut-être le flatter éventuellement, je vais m'en débarrasser.
OK. Dans les cas d'anxiété, c'est des choses plus abstraites, genre des inquiétudes. J'ai peur que ma maison passe au feu quand je quitte. Parce que moi, je me dis, je sais pas. Te un petit peu pour, non, je vais pas mettre ma maison en feu pour faire, hey, c'est quoi, Sarah Maud? Finalement, t'as des assurances, ça va bien. Rapidement, on s'entend, hein? Il y a comme autre chose, puis je vais pas comme tranquillement jouer avec des allumettes, voir jusqu'à temps que je peux. Je vais pas faire d'exposition graduelle. Ce que je vais faire à ce moment-là, c'est direct le pire scénario qui peut se passer. Je vais le mettre sur papier, puis je vais faire comme s'il se passait pour vrai. Puis je vais m'exposer par imagination. Là. Puis là, il n'y a pas d'affaire de graduel, c'est on regarde le film d'horreur le doigt dans les yeux. Là. Ouais, c'est de rationaliser aussi. Là. Se rendre compte que c'est pas si pire, même le pire des scénarios. Là. Bien, ça fait vraiment, c'est pas juste de se convaincre, en fait, de ne pas avoir peur. C'est vraiment comme si vous écoutez un film d'horreur. Là. Je sais pas si vous aimez ça, là, mais moi, personnellement, je déteste ça. Là. Si on écoutait un, là, puis vous me dites, écoute, Sarah Maud, n'importe quelle nouveauté, là. Moi, vous allez me voir, je vais en faire en tabarnouche des comportements d'évitement. Voulez-vous un petit verre d'eau? Puis là, il faut que j'aille faire mon pipi, puis ci, puis ça. Hein. Mais mettons qu'on finit par l'écouter, tout le long, hein, je vais peut-être bien me cacher. Puis j'ai beau savoir que c'est qu'un film, émotionnellement, ça va créer quand même beaucoup de peur puis beaucoup d'inconfort. Mais vous puis moi, on est un peu crackpot, admettons, puis vous me dites, ça remonte, on l'écoute vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi pendant 2 mois. C'est pas très long que... le film, là, à un moment donné, je vais faire pas mal moins d'évitement. Je vais comme, OK, là, go Francis, là, mêlez ton film, là, qu'on en finisse. Puis l'histoire est pas plus belle, c'est pas moins gore ou moins dégueulasse, mais ma réaction au film, par exemple, va être vraiment différente. Je vais être capable de le regarder. Habitué, dans le fond. Oui. Puis à la longue, au bout de 2 mois, certainement, puis même avant ça, vous et moi, on va jaser comment, dans le fond, c'est donc ben niaiseux le film. Puis on va tous voir les menteries crédibles. Ben, c'est clair, c'est la fille blonde qui meurt en premier. C'est tout le temps la fille blonde ou le couple qui meurt en premier. Hey, toi, là, si tu tombais et que tu as un fou furieux qui te court après, est-ce que tu crierais pour dire où ce que tu es? Parce que moi, je chambrerais ma trappe en maudit. Tu sais, il y a des choses que sans même qu'on se force, on va fait que là, c'est moins peurant, démonter le scénario. L'exposition par imagination, c'est exactement le même processus. Mais là, c'est juste son film personnalisé. Maintenant, j'aimerais ça peut-être parler au niveau de la dépression. Comment tu interviens avec ce type de clientèle? Y a-t-il des conseils vraiment pour les personnes dépressives? Dans le sens que, on entend souvent le cliché, mettons, quelqu'un qui est déprimé, le cliché d'une personne qui a un jugement, en fait, de quelqu'un qui est déprimé. Tu sais, t'as juste à sortir de chez vous, fais tes affaires. Fait que, tu sais, on peut-tu vraiment donner des trucs à cette clientèle-là? Ou c'est de quoi de plus profond? Parce que, tu sais, c'est de dire, je te propose de faire, je sais pas, j'ai aucune idée de ce que tu pourrais proposer, là, mais de faire en sorte que la personne elle sort de son lit, mais si elle a vraiment de la difficulté à sortir de son lit, est-ce que ça peut être utile de donner une action à faire? Au niveau de l'utilité, oui. L'activation comportementale, là, qui est la technique auquel vous vous référez, c'est comme le saint graal, je dirais, au niveau du traitement de la dépression dans l'approche TCC. OK? Ceci dit, il faut toujours faire une évaluation vraiment minutieuse de la dépression. Elle a comme quelle couleur, entre guillemets, parce qu'il y a plusieurs hypothèses de qu'est-ce qui fait qu'une personne dépressive devient dépressive. D'un, il y a une part quand même aussi biologique, héréditaire, il faut le nommer. Là. Mais au-delà de ça, on va parler comme la question de la triade cognitive, de dire j'ai des pensées à l'effet que moi, l'environnement et le futur, tout est négatif. Est-ce que c'est une question de résignation acquise? J'essaie de m'en sortir depuis vraiment longtemps. Je suis dans la pauvreté, j'ai 2 jobs sur le site, puis je vois pas le bout malgré tout. Quelque chose de très, très contextuel, hein, où est-ce que j'ai beau faire des efforts, mes efforts sont jamais renforcés, sont jamais gagnants. Peu importe qui, peu importe notre potentiel héréditaire, à un moment donné, il y a comme quelque chose que je vais me résigner. J'ai appris que ça ne sert à rien. Là. Il y a différentes hypothèses, OK? Histoire courte pour comprendre la dépression. Puis ça, il faut bien cerner c'est laquelle qui s'applique pour pouvoir bien accompagner le patient. De 1. De 2, s'il y avait truc à donner, OK, si, là... toujours dans l'idée de l'activation, de dire, va prendre ta petite marche, tu as juste à faire quelque chose qui te fait du bien, prends un bain, toutes ces choses-là. Les gens ont souvent, à tort, l'impression que la motivation va suivre en fait, la motivation va précéder l'action. Okay? Mais que j'ai le goût, je vais le faire. En fait, ce qu'on se rend compte, surtout dans le cas de la dépression, c'est que c'est l'inverse. C'est parce que tu passes à l'action qui va avoir la motivation. Fait qu'il faut trouver un truc pour donner comme le premier coup d'envoi, malgré le fait que ton cerveau puis tout te dit « wesh, ça me tente pas ».
Si tu attends magiquement que la motivation te tombe dessus, vous allez attendre ultra longtemps parce que ça n'arrive pas. C'est peut-être de trouver la chose qui semble la moins difficile pour la personne comme première action, dans le fond. Oui, ça peut être de découper le plus petite action significative possible. Moi, j'aime bien le truc du coït interrompu que j'appelle. Là. Quel est ce truc? Toujours dans l'idée de vulgariser, bien sûr. Ben oui, ça met des images. Mais c'est vraiment cette idée-là, en fait, qu'on commence à faire quelque chose de très, très petit, très, très facile. Puis une fois, mettons, je sais pas, moi, ça serait d'écrire mon mémoire, d'écrire un travail, accomplir une tâche X. Aussitôt que je suis setée, là, que mes livres sont tous placés, mon ordi est ouvert, puis que là, je suis comme, bon, le bout dur est fait, je suis comme prêt à produire, bien là, quand est interrompu, on arrête. OK. Puis le but de faire ça, c'est d'aller switcher le discours interne. Je veux passer de « Ah, ça me tente vraiment pas » à « Christ, t'as bien qu'à le faire. T'as écrit 2 lettres. » Des fois, ça peut être de même pas finir une phrase. Il faut que ça soit juste gossant. Là. Ouais. Vraiment, le coup est interrompu. Là. J'avais du plaisir, c'était comme gratifiant, puis j'arrête ça là. Fait que plutôt que de te dire, comme d'être en train de le faire, puis de te dire « Ah, ça me tente pas, j'ai le goût de lâcher, j'ai le goût de faire autre chose », tu le lâches, puis là, tu switches vraiment le discours, puis là, ça devient justement... plus. J'ai le goût d'aller finir ma phrase, là, parce que... Oui, on veut lâcher un moment où c'est comme gratifiant, où c'est, moi, je voudrais dire le fun, ou que je suis comme, ah, yes, bon, enfin, j'écris une phrase, un paragraphe, peu importe ce qui est pour moi le plus petit élément possible. Puis là, bing, on arrête. D'habitude, 2-3 fois, puis vraiment, les gens vont faire comme, OK, là, j'ai vraiment le goût de... C'est bon, là, je suis décollé. Ouais, là, c'est beau, là, j'ai juste envie de me mettre en action puis de le faire, là. J'avais jamais entendu l'analogie de 1, là, mais le truc non plus, c'est vraiment bon. C'est bon pour la procrastination aussi. C'est excellent pour la procrastination. Ouais. C'est quoi ton avis sur le TDAH? Parce que je sais qu'il y a diverses opinions comme quoi, en fait, le TDAH, ça existe pratiquement pas, puis que c'est un peu un fourre-tout de diagnostic, si on peut dire, là, puis que ça peut être causé par autre chose, notamment l'anxiété. C'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que ça existe, le TDAH? Oh, mon Dieu. Ben écoute, au niveau des formations que j'ai eues, bien sûr, oui. Côté neuro, apparemment, il y aurait des marqueurs très clairs, puis il pourrait même faire des liens avec certains gènes, là, en fait, là, qui prédisposeraient le TDAH. Moi, j'ai plus l'impression que c'est la question du surdiagnostic, en fait, qui dérange. Je pense de trouver comme une réponse à ça, de dire là, carrément que ça n'existe pas. Tu sais, moi, au niveau théorique, ce que j'ai été exposée comme données me tend pas à me dire ça. Okay. Puis sur le plan clinique, pour en fait mon internat quand même dans les écoles primaires, je peux pas croire que c'est juste environnemental. Okay. Je pense qu'il y a une part vraiment mécanique, un glitch au niveau du cerveau qui se passe au niveau des circuits attentionnels qui fait que l'enfant, l'étudiant, est pas capable. Là, après, comment est-ce que c'est utilisé, surtout quand on parle des grands enfants, mettons, des ados ou des jeunes adultes, pour dire, ben là, ça excuse un manque de performance ou ci ou ça. Tu sais, il peut y avoir un côté fonctionnel. Puis en même temps, je crois aussi qu'il y a un surdiagnostic dans le sens que pour ma part, j'attribue beaucoup au fait qu'il manque des psys, là. Fonctionnel, tu veux dire que la personne peut en venir à se justifier dans ses actions ou en fait, pas nécessairement la personne elle-même, mais les proches autour d'elle vont dire oui. Ah, mais c'est parce qu'il était TDAH. Oui, il y a comme quelque chose qui peut être, je pense, déresponsabilisant. Puis je suis pas en train de dire pour tout le monde, là, loin de là. Ce qui est vrai, mais en comme même temps, pour chaque l'identité étiquette, du malade, là. Oui, ce qui est vrai pour chaque étiquette aussi. Mais c'est vrai que le TDAH, peut-être, on l'entend plus souvent, là, c'est parce qu'il est TDAH. Oui. Puis en même temps, au niveau de tout ce qui est médication, au niveau de tout ce qui est diagnostic médical, j'ai pour ma part l'impression que ça, c'est un contre-coup du fait qu'il n'y a pas de psy dans le réseau, que ce soit de l'éducation ou de système de la santé. Ça prend une évaluation neuropsychologique pour vraiment aller déterminer qu'est-ce qui appartient à quoi. Parce que c'est les neuropsys qui ont vraiment la spécialité d'aller voir est-ce que c'est environnemental ou est-ce que c'est inné, là, biologique, puis en lien avec le développement du cerveau. Comme c'est dur, je veux dire, c'est souvent des neuropsys qu'on va aller voir au privé, ce qui met aussi un billet au niveau du coût, au niveau financier pour que les élèves se fassent diagnostiquer. Mais quand il y a un vrai problème, malgré tout, la personne qui n'a pas les moyens, elle va aller voir son médecin de famille.
Puis le médecin de famille, ben, il n'y a pas plus de ressources parce qu'il n'y en a pas plus de psy de son bord de la clôture. Ouais. Le médecin, il est pogné à faire quoi? Là? Tu veux quand même soulager la douleur. Bon, tu sais que la médication, il y a ça, c'est ça qui peut aider sans savoir avec certitude la cause. Ça se peut très bien que ça soit diagnostiqué comme quand on va pour un rhume ou une grippe puis qu'on reçoit des antibiotiques. Là. Il y a comme quelque chose d'une réponse à l'intervention, puis c'est ça qui va être mesuré. Puis c'est dans la logique médicale aussi. Mais bon, étant donné que c'est un diagnostic qui chevauche le côté biologique, mais aussi psychologique, je pense que ça cause peut-être particulièrement des problèmes. Là. En tout cas, un effet comme particulièrement gonflé là, de cas. Ouais, OK. Je sais pas si je suis claire. Là. Oui, ben, je pense que oui. Moi, en tout cas, je comprends. Là, mais ben, je tire à la conclusion. En fait, là, je voudrais qu'on parle un peu de comment contribuer à ton projet. Moi, j'ai justement contribué là, il y a 2 jours. J'ai payé un petit 10$ là, pour le Patreon. Eh bien, merci. D'ailleurs, on s'en reparlera tantôt parce que je ne suis pas sûr d'avoir compris au niveau de la commande comment ça se passe. Là. OK, bien, ça j'attendais de te voir pour en parler. Mais ben, peut-être en parler, en fait, là, pour les gens qui vont le faire. Parce que là, c'est ça, j'ai fait la commande, 10$. Par contre, j'ai pas payé, en fait. Là, c'est ça. Je pense que j'ai comme fait la demande de faire une commande, c'est ça? Ah, ça se peut. En fait, c'est plus sur Patreon. Au début, ça l'était, mais c'était compliqué. Puis comme c'est juste en anglais, bon, c'était limitant pour plusieurs personnes. Okay. Là, c'est vraiment avec Facebook, les e-commerce. OK. Ben moi, je l'ai fait sur ton site directement. Oui, c'est ça. Vous avez raison. Okay. Sur WordPress, je me suis trompée. WordPress e-commerce. Faut aller vraiment dans la boutique, en fait, pour aller acheter comme la contribution que vous voulez donner, en fait, ou ça peut être direct par don. Puis là, quand vous avez acheté ça, ça vous donne un membership, en fait, qui débloque tout le contenu du blog sur le site. OK. Ce que moi, ça me disait, en fait, c'est que ça allait être actif quand j'allais faire mon virement. OK. Mais je savais comme pas où envoyer le virement. Ça se peut-tu? OK. Ben écoute, oui, tantôt. Avec plaisir. Ben écoute, c'est moi qui ai comme programmé ça du mieux que j'ai pu. Ça se peut très bien. J'ai eu comme quelques petits bugs. J'ai fait appel à une équipe de marketing, là, entre autres, pour m'aider à faire du ménage là-dedans. Apparemment, tout était correct, mais là, tu vois, peut-être que non. Peut-être que je le spécifierai dans l'intro du podcast comment régler ça, là, étant donné qu'en ce moment, on n'est pas trop sûr. Là. Fait que dans l'intro, là, je dirais comment faire le don, puis avec les étapes Parfait. claires. Merci. Puis ben, sinon, au niveau des réseaux, où on peut retrouver les petits trucs? Oui, ben classique Facebook, bien sûr. Sinon, site internet, www.lespsytrucs.com. C'est pas mal les 2 majeurs, je te dirais. Là. Sinon, c'est sûr que tout ce qui est partenaire communautaires, on apparaît aussi souvent sur leur site, leurs affaires. Là. Comme le salon virtuel des proches aidants, on a eu un kiosque virtuel, là, par exemple. Dans ce qui est à venir aussi, là, la semaine prochaine, j'ai comme une entrevue avec l'UQTR pour le projet Jeunes entrepreneurs. Okay. Donc, sur le site de l'UQTR, avec Créavenir, j'ai passé sur des jardins. Donc, avec les partenaires, là, vous pouvez aussi entendre parler de nous. Mais sinon, c'est sûr qu'il n'y a pas mieux là, que la source directe qui est notre Facebook puis notre site. Là. Jeune entrepreneur, c'est-tu le Zone Campus qui oui, exact. Mais je pense que oui. J'écris pour le Zone Campus. Fait que j'avais vu passer ça, cette série d'articles-là qu'ils sont en train de faire. Ah, tant mieux. Oui, j'ai hâte de voir. Plateforme qui vont parler de toi, là, en fait. Là. C'est cool. Oui, c'est un peu stressant, franchement, mais je veux dire, tu sais, je vais aller voir, puis ça va être le fun. Là. Ouais. Donc, parfait. Merci. Merci à toi.